cette Covid nous a tous beaucoup affectés depuis le mois de mars dernier. En fait, nous n'avons jamais vraiment fermé l'ambassade parce que l'ambassade a toujours été opérationnelle pour donner des services d'urgence, notamment les services consulaires et l'appui humanitaire du Canada pour aider les Congolaises et les Congolais à traverser cette période extrêmement difficile. Vous savez que depuis ces dernières années, le Canada a singulièrement augmenté sa contribution en termes de développement international et d'aide humanitaire. Mais je vous dis que nous allons annoncer une aide supplémentaire de 5,3 millions de dollars canadiens pour la santé et l'éducation. Et un outil qui est très performant pour travailler avec ces organisations s'appelle le Fonds canadien d'initiative locale, que nous avons d'ailleurs beaucoup utilisé pour la riposte contre la COVID et qui nous permet de donner des plus petits financements de 30 000 à 150 000 dollars à des organisations locales. Vous l'avez vu, j'ai condamné immédiatement ce genre de violence. C'est intolérable pour moi, je suis père de famille bien sûr, de voir des enfants qui vont se présenter à un examen, qui vont là pour réussir leur vie et qui finalement se font prendre dans un échange de tirs. C'est vraiment inacceptable. Donc, c'est la troisième fois que je participe à cette remise de trophée. Je suis toujours très heureux de participer et à chaque fois ébloui par la qualité des intervenants et des récipiendaires du trophée. Et donc, c'est pour moi un grand plaisir d'être parrain de cette édition 2020. Maton Domingui. Bonsoir très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau programme du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, son Excellence Nicolas Simard, que je m'en vais saluer. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous vous saluons. Bonsoir, Mbote Nayo. Mbote. Sango Boni. Malamu. Comprenez, son Excellence est bien intégré ici en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Très chers téléspectateurs, nous avons été animés par rapport à la COVID-19. Les activités ont été bloquées. Le chef de l'État a levé l'état d'urgence et aujourd'hui, nous reprenons vie, l'activité économique, même l'ambassade aussi reprend vie. C'est la raison pour laquelle notre première question à l'ambassadeur. Nous avons remarqué que l'ambassade du Canada est fermée et nous aimerons savoir quelles sont les mesures de lutte contre la COVID-19 que vous avez prises au sein de l'ambassade du Canada ici en République démocratique du Congo, aussi avec votre délégation qui est à Brazzaville. Oui, je vous remercie pour la question. C'est vrai que cette COVID nous a tous beaucoup affectés depuis le mois de mars dernier. En fait, nous n'avons jamais vraiment fermé l'ambassade parce que l'ambassade a toujours été opérationnelle pour donner des services d'urgence, notamment les services consulaires et l'appui humanitaire du Canada pour aider les Congolaises et les Congolais à traverser cette période extrêmement difficile. Donc, l'ambassade était opérationnelle, mais sur rendez-vous seulement, pour les services d'urgence et les services consulaires. Donc, ça a été notre mode de fonctionnement depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, le 8 septembre, nous reprenons tranquillement les activités avec 50% de notre personnel qui est maintenant sur place en tout temps. Mais on maintient toujours les services, l'accès à l'ambassade sur rendez-vous uniquement. Et on maintient aussi le principe de limiter les réunions. La plupart de nos réunions avec nos partenaires, avec le gouvernement, même avec les médias, c'est très rare qu'on fasse des entrevues comme celle-ci. La plupart se font par vidéoconférence encore. Donc, on est prudent. On sait que la situation évolue favorablement en RDC et je crois, j'en ai parlé ce matin avec le professeur Mouyembe, avec le secrétaire général Yumba du ministère de la Santé. On voit que les choses progressent bien. Mais on voit que dans d'autres pays, il y a eu une deuxième vague qui est déjà reprise. Donc, il faut être très prudent. Et au niveau de l'ambassade, on a mis toutes les mesures en place de protection, de lavage des mains, les masques. Là, on n'a pas les masques parce qu'on était assez loin, mais oui, normalement, on a les masques. Oui. Lavage des mains, signalisation sur les murs aussi pour rappeler au personnel et à nos invités de prendre les mesures barrières. Donc, tout un ensemble de dispositifs qui nous permet d'être opérationnels, mais en même temps de prévenir la propagation de la contamination. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes à Montréal, vous êtes à Laval, vous êtes au Québec, vous êtes dans votre nouveau programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada.
Nicolas Simard. Et nous aimerions savoir, monsieur l'ambassadeur, quel est le soutien que vous accordez à votre staff ici à Kinshasa et au Congo-Brazzaville, compte tenu de cette crise sanitaire de la COVID-19? Merci. Oui, en fait, actuellement, on n'a pas vraiment de staff au Congo-Brazzaville. Notre ambassade dessert les deux pays, mais à partir de Kinshasa. On a des gens qui travaillent dans les cadres de nos projets de coopération qui sont déployés sur le territoire de la République du Congo, à Brazzaville. Mais on n'a pas à proprement parler de staff de l'ambassade qui sont là-bas. Donc l'appui, en fait, je pense que ce qui est très important comme leader dans une crise comme celle-ci, c'est d'offrir le plus de transparence possible aux employés, à nos gens qui travaillent quotidiennement dans l'ambassade. Ça a été une période difficile parce que les gens ont dû travailler depuis la maison, ils ont dû apprendre des nouvelles manières de travailler avec la technologie. Des fois, on sait qu'à Kinshasa, les connexions, l'électricité n'est pas toujours au rendez-vous, les connexions Internet sont parfois difficiles. Donc, on a dû être très transparent dans notre communication pour faire en sorte que les gens s'approprient des nouvelles manières de travailler et sachent en temps réel quelle était la posture de l'ambassade pour pouvoir s'ajuster. Donc, ça a pris beaucoup de communication, des messages qui venaient du leadership ici à Kinshasa, mais aussi de nos autorités dans la capitale. Et puis, beaucoup d'accompagnement pour les nouvelles méthodes de travail, savoir comment travailler de manière plus collaborative en étant à distance. Et j'ai organisé à 2 reprises des réunions de tout le personnel, mais je les ai fait dans le jardin de la résidence officielle, puisqu'on avait beaucoup plus d'espace, on pouvait être à l'air libre. On sait très bien qu'à l'extérieur, le virus a beaucoup moins de chances de circuler. Et donc, on a eu beaucoup de séances de communication, d'interaction, répondre aux questions pour que les gens puissent se sentir à l'aise de continuer à travailler dans ce contexte. Mais ça n'a pas été facile. C'est vrai pour tout le monde et pour nous aussi, à différents degrés, pour le personnel local qui avait des contraintes familiales, pour des personnels canadiens dont certains sont rentrés au Canada. Et là, on avait le décalage horaire qui joue en notre défaveur. Et puis aussi pour les gens qui sont restés seuls ici, qui devaient survivre un peu durant tous ces mois, sans la présence de leur famille. Donc ça aussi, ça a été particulièrement difficile. Monsieur l'ambassadeur, le président de la République a levé l'état d'urgence. La plupart des institutions de la République ont repris, les entreprises privées comme publiques. À quand la réouverture, par exemple, de l'ambassade du Canada au public? Dans les prochaines semaines, je pense que pour l'instant, on est encore en mode prudence. On a un plan de réintégration qui est très bien défini. Actuellement, on est dans la phase 3 de notre plan de réintégration. Donc, on observe encore beaucoup de prudence, ce qui veut dire qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, 50% du personnel sur place. Et progressivement, si les choses s'améliorent, si on voit que la pandémie continue à rester stable au niveau de la RDC, on pourra éventuellement réouvrir. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Et on observe aussi comment les autres ambassades se comportent actuellement, quel sera leur positionnement pour la réouverture formelle de l'ambassade du Canada en RDC. Monsieur l'ambassadeur, nous avons vu, vous avez insisté à plusieurs fois sur la solidarité internationale. Quelles sont les avancées par rapport à la République démocratique du Congo en tenant compte de l'ambassade du Canada ici en République démocratique du Congo? Alors, beaucoup de choses. Vous savez que depuis ces dernières années, le Canada a singulièrement augmenté sa contribution en termes de développement international et d'aide humanitaire. Bon, pour l'aide humanitaire, on peut se dire que c'est malheureux dans la mesure où ça répond à une demande accrue. Et donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes accrus en RDC en termes de besoins humanitaires. Mais on peut dire quand même que le Canada est très présent. On est passé d'approximativement 100 millions à 135 millions de dollars par année, 135 millions de dollars canadiens par année pour l'aide au développement et l'aide humanitaire en RDC. Donc c'est très important. Situation de COVID-19. Et surtout dans la situation de COVID-19, au mois de juin dernier, notre ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould, avait annoncé à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, que le Canada allait donner une aide humanitaire de 37,6 millions de dollars pour cette année 2020. Et ça comprend des éléments pour la riposte contre la COVID-19. Et également, nous avons une autre aide qui s'ajoute que je vais annoncer aujourd'hui, mais je peux déjà vous le dire. Puisque nous serons diffusés ce soir et que donc, voilà, ce sera déjà officiel.
Mais je vous dis que nous allons annoncer une aide supplémentaire de 5,3 millions de dollars canadiens pour la santé et l'éducation. Parce que pourquoi la santé? C'est à travers, bien sûr, des partenaires comme l'UNICEF ou le Centre de coopération internationale en santé et développement pour renforcer les systèmes de santé. Parce que sans des systèmes de santé forts, les pays comme la RDC vont continuer à être fragiles face à des pandémies internationales comme celle de la COVID. Donc, il y a un investissement important dans le domaine de la santé, mais aussi dans l'éducation. Parce qu'on a vu que malheureusement, les enfants, les jeunes, femmes et filles, les jeunes garçons, ont malheureusement n'ont pas pu aller à l'école ou dans les institutions d'enseignement durant cette période, compte tenu du confinement, compte tenu des mesures de prévention prises par les autorités congolaises et comme d'autres autorités partout dans le monde. Et donc, nous pensons qu'investir dans l'éducation, c'est très important pour favoriser, entre autres, l'enseignement à distance. Donc, nous avons une composante de ce financement de 5,3 millions de dollars comprend également des fonds pour l'éducation à travers une organisation qui s'appelle War Child et qui permet l'enseignement à travers la radio, donc un enseignement à distance, et qui va permettre de rejoindre 350 000 jeunes et enfants à l'échelle de la RDC. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Est-ce qu'il est aussi possible qu'un jour l'ambassade du Canada soit en partenariat avec les structures locaux qui travaillent directement avec la population cible vulnérable dans les questions de COVID-19, de la santé, de l'éducation par exemple? Oui, oui, bien sûr. En fait, nous travaillons toujours avec les organisations locales. On s'aligne toujours sur les plans du gouvernement. On travaille de manière très étroite avec la vice-première ministre, ministre du Plan, pour voir comment nos programmes s'alignent sur les priorités du gouvernement. Et ensuite, quand nous faisons des financements avec des grandes organisations comme l'UNICEF ou des ONG internationales, ces mêmes structures, elles travaillent avec des organisations de la société civile qui sont sur le terrain. Donc, finalement, nos financements se redirigent vers des organisations de la société civile, vers des organisations locales, mais toujours de manière cohérente avec les priorités du gouvernement. Et également, nous avons différents outils pour travailler avec les organisations de la société civile. Et un outil qui est très, très performant pour travailler avec ces organisations s'appelle le Fonds canadien d'initiative locale, que nous avons d'ailleurs beaucoup utilisé pour la riposte contre la COVID et qui nous permet de donner des plus petits financements de 30 000 à 100, 150 000 dollars à des organisations locales. Heureusement que l'ambassadeur du Canada dit des petits fonds 10 000 à 150 000, mais pour des ONG locales, 150 000, 10 000 dollars, ça fait beaucoup de choses parce qu'on en a besoin pour soutenir les personnes vulnérables dans les milieux reculés de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Monsieur Nicolas Sima. Et concernant la stabilité en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie de l'Est, quelle est votre contribution, surtout sur les questions de faire sortir tous ces enfants soldats, de cette violence, afin de recouvrir une vie normale, Monsieur l'ambassadeur? C'est une question qui est très importante pour nous. Vous savez qu'en termes d'appui international, une de nos grandes priorités, c'est l'appui, bien sûr, aux femmes et aux filles à l'échelle de la RDC, à travers notre agenda féministe, mais également l'appui aux enfants. Et les enfants soldats, moi j'en ai rencontré quand j'étais à Lubumbashi, il y a 3 ans déjà, quand je suis arrivé. C'est des jeunes, des enfants qui ont vécu des expériences traumatiques. Il y a des garçons, il y a des filles aussi qui ont été utilisées de différentes manières par les groupes armés. Et c'est vraiment des expériences extrêmement traumatisantes. Un enfant qui a vécu les horreurs de la guerre, qui a été sur le front, qui a dû affronter des militaires, d'autres groupes armés, ou des filles qui ont été violées par des mêmes groupes armés, ou qui ont été utilisés durant le cadre des opérations. Donc, ce sont des expériences extrêmement traumatisantes. Et le Canada est très engagé
dans la lutte contre l'utilisation des enfants dans les groupes armés et des enfants soldats. Et en fait, un de nos militaires, le général Roméo Dallaire, qui était commandant de la force de maintien de la paix au Rwanda au moment du génocide rwandais, qui est maintenant à la retraite, a fait beaucoup dans ce domaine-là. Il a lancé sa propre fondation parce qu'il a lui-même une expérience traumatique de cette réalité. Il a fait face à des enfants soldats dans le contexte du génocide rwandais. Et on sait très bien que ce genre de phénomène s'est répercuté ici en RDC et que encore aujourd'hui, malheureusement, on voit des enfants soldats dans l'est de la RDC. Et ailleurs, pas uniquement dans l'Est, mais surtout dans l'Est, mais aussi dans d'autres, je pense au Kasaï par exemple. Quelle est la position de l'ambassade du Canada lorsque nous rencontrons dans l'actualité des élèves lors des examens être violés, attaqués, assassinés? Quelle est la position de l'ambassade du Canada? Vous l'avez vu, j'ai condamné immédiatement ce genre de violence. C'est intolérable pour un... Moi, je suis père de famille, bien sûr, de voir des enfants qui vont se présenter à un examen, qui vont là pour réussir leur vie et qui finalement se font prendre dans un échange de tirs. C'est vraiment inacceptable. Donc, il faut renforcer la sécurité autour des écoles. Je me suis exprimé publiquement sur Twitter avec mes collègues. D'autres ambassades également se sont exprimées. Mais la protection des enfants nous tient vraiment à cœur. Mais il faut remonter aux sources profondes de l'instabilité et sur les causes premières, finalement, de ces conflits dans l'Est pour pouvoir assurer cette sécurité des enfants et des autres. Et pour cela, nous avons une présence, nous avons une contribution canadienne à la mission de maintien de la paix des Nations Unies pour la RDC, la MONUSCO. Nous avons 8 militaires, 8 officiers qui sont déployés au niveau de la MONUSCO et certains dans des rôles très seniors pour vraiment apporter l'expérience canadienne, la contribution canadienne au maintien de la paix. Et puis nous avons aussi des programmes de consolidation de la paix avec un programme Peace Ops qui nous permet de travailler sur la consolidation de la paix dans l'Est. Et il faut absolument faire en sorte que les enfants soldats ou tous les combattants qui sont dans ces groupes armés puissent être réintégrés dans la société, mais à travers des projets de développement. On ne peut plus aujourd'hui faire en sorte que des anciens combattants et certains qui ont commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre soient simplement récupérés et réinsérés dans l'armée congolaise et finalement se retrouvent dans une position où ils pourront poursuivre malheureusement des exactions ou des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. C'est extrêmement important de voir cela et je pense qu'il y a un consensus actuellement au sein de la communauté internationale et avec nos échanges avec la présidence de la République, avec nos interlocuteurs au sein du gouvernement, de comprendre qu'on doit changer la manière de faire la DDR et cela passe aussi par un meilleur soutien pour les enfants soldats. Et on ne pourra réussir qu'à travers l'éducation, à travers la formation professionnelle et en leur donnant des opportunités pour réussir leur vie en dehors des groupes armés. Parce que si on les retire des groupes armés, qu'ils n'ont rien, ils vont, à un certain temps, ils vont retourner. Parce que ça devient une économie de guerre, et ça devient une manière finalement de subsistance. Ce n'est pas pour l'excuser, mais ça veut dire qu'il faut absolument avoir une approche intégrée d'un triple nexus entre l'aide humanitaire, le peace building et le développement de manière cohérente pour favoriser le développement dans l'Est et ailleurs, évidemment, dans le pays, pour que ces combattants, et notamment des jeunes, puissent trouver d'autres manières de réussir leur vie, finalement, de sortir de cette violence et de contribuer au développement et à la paix sur l'ensemble du territoire congolais. Vous nous suivez de partout, à Montbaimbong, à Mbandaka, vous nous suivez au Lualaba, vous nous suivez à Bukungi Kela, vous êtes dans votre nouveau programme du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Nicolas Sima. Monsieur l'ambassadeur, quelle est la stratégie de l'ambassade du Canada par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la prise en charge des survivantes des violences sexuelles?
Oui, bien, tout à fait. Là, on est dans le cœur de votre émission, c'est genre et volontariat. Oui, Donc, oui, oui, tout à fait. effectivement, c'est un point qui est très important pour le Canada. Je le disais tout à l'heure, pour nous, la valorisation, l'appui, la protection, tout ce qu'on peut faire pour aider les femmes et les filles en RDC, c'est vraiment au cœur de notre priorité. Et évidemment, en lien avec ce dont on vient de parler, dans l'Est de la RDC, les violences dont sont victimes les femmes et les filles, et je dirais aussi dans certains cas les garçons, il y a des garçons aussi qui subissent des violences basées sur le genre. Il y a tout un travail à faire pour qu'on stoppe ces violences. Et ici, en RDC, on a quand même cette chance de voir une grande mobilisation au niveau, je dirais d'abord de la Première Dame, qui elle-même est très engagée en tant qu'ambassadrice internationale sur la lutte contre les violences basées sur le genre dans les conflits. Elle est très mobilisée sur ces questions. On a aussi une ministre du genre qui elle-même, je l'ai rencontrée encore tout récemment, qui vient de lancer d'ailleurs la nouvelle stratégie nationale de lutte. Auquel vous avez participé. Auquel j'ai participé d'ailleurs. Parce qu'on a beaucoup participé depuis longtemps. Depuis 2006, on a des programmes dans ce domaine. Et en fait, c'est une de nos priorités de coopération et on donne un appui très significatif. Et on continue à le faire. D'ailleurs, cette année, depuis l'an dernier, je suis président du groupe des donateurs sur la lutte contre les violences basées sur le genre et également coprésident du groupe One Plus One avec Mme Awa Ndiaye, qui est, elle, représentante pays pour ONU Femmes. Donc, ensemble, on a beaucoup travaillé pour faire avancer cette question. Et je pense que l'évaluation qu'on a fait, on avait fait une évaluation décennale sur les politiques internationales et nationales dans ce domaine. Cette évaluation a donné beaucoup de recommandations et ces recommandations ont été reprises maintenant dans la stratégie révisée, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, je pense qu'avec les autorités congolaises, on a maintenant un document d'orientation, un document très, très solide qui nous permet de prioriser les financements dans des actions qui vont permettre de réduire davantage ces violences. Mais il est évident que la COVID-19 a malheureusement aggravé dans certains cas la situation parce que le confinement à domicile a donné lieu à un accroissement des violences domestiques, malheureusement. Et donc, on voit des fois des avancées, on voit aussi des reculs. Et je pense qu'il faut adapter nos stratégies par rapport à l'évolution de la situation. Il y a de la sensibilisation à faire, mais je pense aussi la lutte contre l'impunité. Si des gens ont commis des crimes, que ce soit des crimes de guerre, que ce soit des violences domestiques, des viols contre des filles ou des fillettes ou contre des garçons, il faut absolument que ces crimes soient sanctionnés et que ces sanctions soient suivies d'effets dans le système pénal, dans le système judiciaire. Et dans ce cadre-là, quel est l'appui de l'ambassade du Canada par rapport à la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, monsieur l'ambassadeur? Oui, on a des programmes dans le domaine de la gouvernance pour le renforcement de la gouvernance démocratique où on appuie la réforme du système juridique. C'est évidemment pour nous un secteur extrêmement prioritaire et on travaille avec plusieurs partenaires internationaux, plusieurs partenaires nationaux pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il faut pouvoir équiper les magistrats avec les bons outils pour pour la lutte contre l'impunité. Mais il faut également que les prisons soient en capacité de pouvoir prendre en charge les prisonniers, qu'ils puissent suivre leur peine. J'ai eu des échanges récemment avec des collègues qui travaillent sur le programme JAD, un programme phare financé par le gouvernement du Canada dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et on me disait, monsieur l'ambassadeur, il y a des gens qui sont jugés, il y a des hommes qui sont jugés, et après on les retrouve dans les prisons, mais finalement ces prisons sont à moitié démolies et ils s'en vont et personne ne les arrête. Donc il y a tout un travail aussi à faire de ce côté-là et on va voir comment on peut poursuivre nos actions avec nos partenaires
pour aider à trouver des solutions dans ce domaine. Monsieur l'ambassadeur, un élément de satisfaction, le Canada est parmi ceux pays qui ont contribué ou partenaires qui ont contribué à l'éradication de la poliomyélite sauvage. Quel est votre sentiment et quels sont d'autres programmes auxquels vous vous greffez dans l'accompagnement ou le soutien du secteur de la santé en République démocratique du Congo? Alors, c'est un sentiment de réussite collective. Souvent, on parle de ce qui ne marche pas. Alors, exactement. Donc là, on doit féliciter, je pense, les autorités congolaises, les autorités sanitaires de l'Union africaine, l'Organisation mondiale de la santé, dont le bureau régional pour l'Afrique est basé à Brazzaville. Je pense que, pour le coup, il y a eu un travail en profondeur qui a permis de trouver des moyens d'éradiquer finalement la polio sauvage. Et le Canada, dès l'origine, a été très impliqué dans la recherche de solutions médicales, dans l'innovation, dans nos appuis à Gavi sur la vaccination pour apporter une aide au niveau mondial et dans les pays très touchés par ce genre de pandémie comme la RDC pour trouver des solutions. Donc on a été très très engagés. Et je pense que c'est un sentiment de satisfaction et qui doit nous donner espoir aussi par rapport à la COVID-19 et par rapport à Ebola, puisque pour Ebola aussi, il s'agissait de chercheurs canadiens qui ont mis en place un vaccin et qui a été utilisé depuis la 10e épidémie, même la 9e épidémie de virus à maladie Ebola en RDC. Donc, le Canada est très engagé dans le domaine de la santé. On est un bailleur important dans le domaine de la santé. Et ici, en RDC, on agit à travers le Centre de coopération internationale en santé et développement pour l'accès aux services de santé dans la ville-province de Kinshasa. On travaille aussi beaucoup à travers l'UNICEF. Lors de sa visite en RDC en janvier dernier, janvier 2020, la ministre du Développement international, Karina Gould, avait annoncé une nouvelle contribution de 10 millions de dollars pour la riposte contre l'épidémie d'Ebola, qui est maintenant augmentée à 12 millions pour lutter contre la COVID-19 également. Donc, et puis, on travaille aussi à travers le projet Bien grandir plus avec Save the Children, un autre projet de 10 millions de dollars pour la santé des adolescents, notamment des questions de santé sexuelle et reproductive. Donc, vous voyez que le secteur de la santé est aussi un secteur névralgique pour l'aide canadienne. Et je pense que des succès comme celui de la polio sauvage démontrent qu'en travaillant ensemble, en regroupant nos forces, en se focalisant sur des résultats concrets, on peut faire la différence. Monsieur l'ambassadeur, nous passons à l'aspect politique. Comme vous le savez, vous vivez avec nous ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Vous êtes informé, la classe politique congolaise est divisée sur beaucoup de questions. Il y a la réforme de la CENI, il y a la crise économique, il y a la crise sanitaire, il y a l'insécurité, il y a l'impunité. Quelle est la contribution de l'ambassade du Canada pour favoriser ce climat de paix et de cohésion nationale? Et comment travaillez-vous aussi avec les structures de la société civile pour atteindre ces deux objectifs qui est la paix pour tous et l'unité nationale? Oui, merci. C'est un sujet évidemment qui me préoccupe beaucoup comme ambassadeur. La lutte contre l'impunité, comment on peut contribuer à stabiliser davantage le pays, à favoriser le passage à une démocratie plus enracinée, à la lutte contre toutes les violations des droits humains. Donc ce sont des sujets sur lesquels on est très engagé au plan diplomatique. Moi-même, vous le voyez, j'ai beaucoup d'interactions avec les autorités, avec nos partenaires. Nous avons plusieurs projets, notamment dans le cadre du Fonds canadien pour les initiatives locales, avec la société civile, pour sensibiliser, pour faire un travail en profondeur sur la consolidation de la démocratie, la lutte contre les violations des droits humains, notamment les violations des droits des femmes. Et donc, il y a beaucoup d'outils par lesquels on agit ici en RDC dans ce domaine. Bien sûr, on est très actif avec la MONUSCO pour les questions de stabilisation.
J'ai parlé tout à l'heure de la contribution au niveau du contingent. Il faut aussi souligner qu'à travers l'opération Présence, qui est basée à Entebbe en Ouganda, on appuie le déploiement des troupes, les rotations des troupes des Nations Unies et le matériel de la MONUSCO en RDC avec nos transports aériens tactiques des forces armées canadiennes. Donc on agit au niveau, si vous voulez, de la MONUSCO. On agit au niveau politique dans nos interactions avec, bien sûr, moi je rencontre le président Tshisekedi, je rencontre des leaders de l'opposition, je rencontre différents membres de la coalition et on les encourage à voir que finalement ce qui a été vécu aux dernières élections, ce n'est qu'un premier pas pour l'alternance politique, que ça devienne une culture de l'alternance et que les politiciens comprennent que c'est le bien public qui doit prévaloir et de manière à livrer des programmes qui servent les intérêts des Congolais. Et en travaillant, en acceptant l'idée qu'on peut perdre les prochaines élections. Que ce n'est pas parce qu'on ne doit pas à tout prix chercher à être au pouvoir. On peut être dans l'opposition et jouer un rôle positif également. Donc ça, on voit que depuis 2019, il y a une progression, il y a une évolution. Moi, j'observe, depuis ce que je suis ici depuis 3 ans, j'observe un changement très important dans la vie congolaise. On s'exprime de manière beaucoup plus libre aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a 3 ans. Il y a des manifestations qui sont possibles, et elles sont pacifiques en général. Vous vous rappelez autrefois, quand il y avait des manifestations, on se disait mais combien de morts va-t-il y avoir, Et aujourd'hui, on voit quand même que les gens peuvent s'exprimer librement, passer leur message. Donc, on est dans cet accompagnement-là. On est vraiment dans une stratégie d'accompagnement des leaders politiques, des organisations de la société civile, pour pouvoir maintenir cette pression, favoriser la transition progressive de la RDC vers une démocratie consolidée et vers un pays qui respecte de plus en plus les droits humains. On a vu quand même une aggravation cette année, ces derniers mois, notamment dans l'Est avec ce qui s'est passé, avec les différentes attaques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on est très préoccupé par ces violations, mais on sent qu'on a une écoute qu'on n'avait pas toujours eue auprès des autorités pour changer les choses et apporter une réponse à ces problèmes graves que vive la population congolaise, notamment dans les zones affectées par les conflits. Au niveau de la société civile, oui, je voudrais également insister sur un programme phare du gouvernement canadien en RDC. C'est le programme Voix et Leadership des femmes, qui soutiennent notamment des organisations de femmes engagées en politique. Et on a vu aux dernières élections que malheureusement, encore trop peu de femmes sont élues. Il y a beaucoup de contraintes à ce qu'elles puissent représenter les Congolaises et les Congolais au sein des institutions nationales. Et donc, à travers le programme Voix et Leadership des femmes, on accompagne des mouvements de femmes, des organisations qui travaillent pour le changement et l'inclusion des femmes dans la société congolaise. Et justement, demain, je vais me rendre à Mbandaka, dans l'Équateur, et nous allons annoncer également des nouveaux soutiens à des organisations de femmes dans la province de l'Équateur. Monsieur l'ambassadeur, comme je le disais, un mot sur la francophonie et un autre par rapport au jeu de la francophonie. Est-ce que nous en sommes où? Oui, ben écoutez, la francophonie, vous savez, ça a toujours été un sujet qui me tient à cœur comme président du groupe des ambassadeurs francophones en RDC. Bien sûr, la francophonie comme institution a traversé les mêmes enjeux que nous-mêmes au niveau de la riposte, enfin de la COVID-19 en termes de fonctionnement. Et on a vu que les grands événements internationaux, même les Jeux olympiques, ont été reportés à une date ultérieure pour pouvoir laisser le temps aux organisateurs de trouver des solutions pour pouvoir tenir ces Jeux dans les meilleures conditions. Donc, les mêmes choses s'appliquent aux Jeux de la francophonie. On sent quand même un appétit de la part de la jeunesse congolaise d'y prendre part. D'ailleurs, on a lancé un concours des jeunes francophones contre la COVID-19 qui a été très dynamique. Il y a eu beaucoup d'engagement. Des centaines de milliers de jeunes ont pris part à ce concours en ligne. Donc on sent une volonté de la jeunesse congolaise à prendre part aux actions de la francophonie. Et je crois que ça peut trouver son point, son point culminant dans les Jeux de Kinshasa qui ont été reportés. Donc il y a une décision des instances de l'Organisation internationale de la francophonie pour le report des Jeux.
qui devait avoir lieu en 2021, mais qui maintenant aura lieu au mois d'août 2022. Et qui laissera le temps, on l'espère, aux autorités et aux partenaires que nous sommes de faire en sorte que ces Jeux se déroulent dans les meilleures conditions, on l'espère sans COVID-19. Monsieur l'ambassadeur, c'est pratiquement la fin de nos échanges. Vous êtes parrain de la 8e édition Trophée Mukendi Mbaye, prévue pour ce 2 octobre 2020 à Kinshasa, à l'espace Texaf Bilembo, dans le thème « Plus de solidarité pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 ». Vos impressions et vos attentes par rapport à l'édition 2020? Merci. Oui, c'est la 3e fois que je participe à cette remise de trophée. Je suis toujours très heureux de participer et à chaque fois ébloui par la qualité des intervenants et des récipiendaires du trophée. Et donc, c'est pour moi un grand plaisir d'être parrain de cette édition 2020. Et je pense que cette année, bien sûr, ce sera sur le thème de la riposte contre la COVID-19. Et je pense qu'un aspect important de cette cérémonie sera de mobiliser la population congolaise pour ne pas baisser la garde contre la COVID-19. On voit une évolution positive, on voit que le nombre de cas a diminué, mais on a vu que dans d'autres pays, ça peut reprendre à n'importe quel moment. Donc il faut rester vigilant, il faut que la population comprenne que c'est dans son intérêt économique aussi, de faire en sorte qu'on se protège tous contre la pandémie de COVID-19 en RDC. Et je pense que cette remise de trophée sera une belle occasion pour mobiliser la population congolaise sur cette thématique, et notamment la jeunesse congolaise. Et j'espère qu'on pourra associer aussi les lauréats du concours des ambassadeurs francophones de la francophonie sur la lutte contre la COVID-19, qui ont été très, très actifs et qui ont fait des créations vraiment formidables en utilisant le talent francophone, le talent musical qu'on connaît en RDC pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la lutte contre la COVID-19. Monsieur l'ambassadeur, quelle est la place de la solidarité dans ce temps difficile de crise sanitaire? Est-ce qu'il faut plus de solidarité? Absolument. Je pense qu'on ne peut pas sortir de cette crise au niveau mondial sans une solidarité entre tous les pays. Et ça s'applique à la recherche, ça s'applique aux vaccins, ça s'applique à la sensibilisation, à tous les outils, tous les instruments que nous avons pour lutter contre la COVID-19. Donc la solidarité internationale, nationale et locale est fondamentale pour pouvoir surmonter cette crise. Donc on peut dire que la COVID-19 est venue remettre à jour notre côté humain de la considération de l'humanité. Tout à fait, absolument. Je pense que sans cette humanité, sans cette approche, ce souci d'humanité commune, on ne peut pas traverser des crises comme celle de la COVID-19. Très chers téléspectateurs, nous atterrissons déjà, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, lui-même vient de vous dire qu'il est parrain de la 8e édition Trophée Mukendi Mbaye, prévue pour ce vendredi 2 octobre 2020 à l'espace Texaf Bilembo, dans le thème « Plus de solidarité pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 », auquel il a fait de ce vœu qu'on intègre aussi certains lauréats du concours des ambassadeurs qui ont présenté des œuvres d'esprit dans les chants, dans les clips, pour passer le message de lutte contre le Covid-19. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, un dernier mot pour mettre fin à ce numéro. Nous pensons qu'avec votre agenda difficile, nous pourrons tout le temps venir auprès de votre staff pour solliciter un autre entretien. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger ensemble et je pense que le dernier mot que j'aurai aujourd'hui, c'est un mot d'espoir. On a eu beaucoup de difficultés à traverser les derniers 5 à 6 mois. Mais on a vu aussi qu'il est possible de le traverser avec beaucoup de résilience et en gardant un sens de l'espoir pour l'avenir. Et je pense que pour tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui en RDC, au Canada et partout dans le monde, il est vraiment important de garder cet espoir que nous allons nous en sortir, que nous allons aller vers une meilleure période. Et j'en suis persuadé, mais à travers cette solidarité dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, gardons espoir et nous allons vaincre cette situation.
Matondo Mingi. Matondo Mingi. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Nous avons reçu pour vous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Nicolas Sima. Nous avons échangé. Merci de suivre la rediffusion sur toutes les plateformes prévues pour la rediffusion. À la prochaine. Nous restons connectés. Que Dieu vous bénisse.